Alors, quand on analyse la situation de la science économique à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, il y a deux choses qui frappent l'esprit. La première, c'est que la théorie dominante qui était française est en train de basculer vers une théorie dominante anglaise. C'est-à-dire qu'on voit que l'économie, finalement, se pense, s'organise et se réfléchit dans la puissance économique dominante. Donc, au XVIIIe siècle, elle était française, au XIXe siècle, elle va être anglaise, et progressivement, elle deviendra américaine. Et le deuxième élément, c'est l'échec relatif de cette école de pensée française qui était là pour, au travers de l'agriculture, apporter un surcroît de richesse qui allait permettre à la fois à l'État de payer, de rembourser ses dettes et de payer dignement ses dépenses et de payer dignement ses fonctionnaires, et puis à la population, grâce à l'amélioration de la production, grâce à l'amélioration générale des conditions de production, et bien d'avoir un niveau de vie supérieur. Or, tout ça se termine plutôt assez mal. Ça se termine par la mort du roi et par, en termes de dette publique, une annulation de 2/3 de la dette publique française en 1797. Donc, il y a cette idée que la physiocratie n'est plus véritablement la solution, qu'il faut trouver autre chose, et que l'idée ponocratique incarnée par Adam Smith, c'est-à-dire l'idée que l'origine de la richesse, c'est le travail, doit être désormais au centre de la réflexion économique. Le personnage qui va incarner cette mutation, c'est-à-dire l'affirmation de l'école anglaise, l'affirmation ponocratique et l'utilisation des résultats, à la fois la combinaison à la fois de la physiocratie et de la ponocratie pour en faire quelque chose d'assez globalement explicatif. Cette idée, tout cet élément-là va être incarné dans un personnage qui est David Ricardo. Alors David Ricardo est né en 1773, il est né en avril 1773, c'est fils d'un trader, on dirait maintenant, enfin d'un faiseur, comme on disait au XIXe siècle, de quelqu'un qui achète et vend sur les marchés à Londres. Il appartient à une famille juive très très pratiquante, et le père de Ricardo va rompre avec son fils lorsque celui-ci épouse une chrétienne. Donc David Ricardo se trouve isolé, ce qui va l'inciter à se lancer dans l'économie parce que au tout début du 19e siècle, l'Angleterre va subir une crise économique assez sévère qui est liée au blocus continental, qui est liée à la guerre, qui impose d'augmenter les dépenses publiques et donc qui génère de l'inflation. Et le père de David Ricardo, Isaac Ricardo, écrit un article dans la presse indiquant que l'origine de l'inflation, c'est l'évolution du change. Il y a de l'inflation parce que le cours de la livre ne se maintient pas, et comme le cours de la livre ne se maintient pas, que le Royaume-Uni importe beaucoup de sa nourriture, et singulièrement du blé, notamment des États-Unis, eh bien, ça a comme conséquence de renchérir le prix de la nourriture et de générer cette inflation. Et Ricardo répond à son père, avec qui il ne parle plus en privé, mais il répond vigoureusement à son père. Enfin, il fait un papier démontrant que ce que vient de raconter Isaac Ricardo est absurde. Et il dit non, l'origine de l'inflation, c'est la quantité de monnaie en circulation. Il y a de l'inflation parce qu'on a augmenté la quantité de monnaie en circulation. Et on l'a augmenté par le biais du déficit budgétaire. Et il y aura de l'inflation tant qu'il y aura la guerre, non pas parce qu'un problème de change va générer une augmentation du prix des importations, mais parce qu'on paie, avec de la création de monnaie, des gens à faire quelque chose qui est improductif, à savoir la guerre. Cette idée-là va lancer Ricardo sur les recherches économiques. Il a créé une compagnie rivale de celle de son père. Une fois qu'il a considéré qu'il avait assez d'argent, il liquide la société, il vit de ses rentes, et il va se consacrer à ses deux passions, la géologie, accumuler des roches, et la deuxième, écrire en économie. Alors, il écrit un livre en 1817, Principe de l'économie et de l'impôt, le principe de l'économie politique et de l'impôt, et donc son idée, c'est d'expliquer, au travers donc d'une analyse de la situation économique, pourquoi il y a une augmentation des prix d'un côté, et pourquoi est-ce que l'État doit être le plus neutre possible, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'État doit équilibrer ses comptes, et de ce fait éviter de faire la guerre. Derrière tout ça, il y a un message politique assez fort, consistant à dire la pire chose qui puisse arriver à une société, c'est de faire la guerre. Il y a beaucoup de choses chez Ricardo, comme il a été
assez largement autodidacte. Sa lecture est assez difficile à conduire, y compris en anglais. Et le texte que l'on utilise en français, c'est celui de la traduction des années 1840, parce que personne ne s'est engagé dans cette aventure de retraduire Ricardo. Alors, qu'y a-t-il dans tout ça? Il y a 5 idées forces chez Ricardo. La première idée, c'est la quantité de monnaie en circulation ne crée pas, n'engendre pas, ne suscite pas de la création de richesse. Il y a neutralité de la monnaie, c'est-à-dire si on augmente la quantité de monnaie en circulation, à la différence de l'effet Cantillon qui dit certains prix augmentent, d'autres pas, Ricardo dit quand on augmente la quantité de monnaie, à la fin des fins, tous les prix augmentent de la même quantité, du même pourcentage. Pourquoi? Parce que le prix répercute en réalité la quantité de travail qu'il y a pour réaliser ces produits. C'est ce qu'on appelle la valeur travail, l'origine de la richesse, c'est l'origine de la valeur d'un objet, l'origine du prix qui mesure cette valeur, c'est la quantité de travail qu'il faut incorporer. Et la quantité de monnaie en circulation, quelle que soit son évolution, ne modifie pas le nombre d'heures qu'il faut pour réaliser un objet. Ce qui peut le modifier, c'est du progrès technique. Et à ce moment-là, la hiérarchie des prix évolue, mais la quantité de monnaie est neutre. Donc, penser la monnaie, se focaliser sur la monnaie, essayer de voir s'il faut ou non aller chercher des mines d'or, tout ça, pour lui, c'est à côté des véritables enjeux. Le deuxième élément, c'est quel est l'enjeu? Et il repart du partage de la société fait par les physiocrates, à savoir 3 classes. Il dit il y a les propriétaires terriens, il y a effectivement les fermiers, les capitalistes qui utilisent du capital, des animaux, de la semence pour exploiter les terres, et puis il y a les autres. Dans les autres, c'est essentiellement pour lui les ouvriers agricoles. Il dit je ne vais pas essayer de faire le classement entre les artisans, il y a des ouvriers agricoles, ceux qui travaillent. Et il dit en fait, il y a un élément que n'ont pas vu les physiocrates, c'est que la terre n'est pas aussi fertile dans les nord des Highlands que dans le bassin de Londres. Il y a en fait des rendements décroissants. Plus on produit, plus on est appelé à mobiliser de la terre, et plus on mobilise de la terre, et plus on tombe sur des terrains ingrats qui rendent assez peu, dont l'ablavement remporte assez peu. Et donc il dit ça a des conséquences que l'école précédente, les physiocrates, n'avaient pas vues. Alors, le raisonnement peut être assez compliqué à mener, mais en 2 mots, ça veut dire que si on augmente la population, on a besoin de davantage de blé. Si on a besoin de davantage de blé, on va mettre plus de terre en culture. Et donc, si on met plus de terre en culture, ceux qui sont déterminants dans la fixation du prix, dans la valeur de la production, c'est le dernier terrain qui est cultivé. Celui qui doit gagner sa vie, c'est le dernier qui doit gagner sa vie, c'est celui qui met en culture le terrain le moins productif. Si on veut véritablement qu'il continue d'exister, il faut le payer à un certain prix son blé. Donc, par hectare, il va ramasser, mettons, une somme de 100, parce qu'il ramasse 100 quintaux. Mais celui d'origine qui est dans le bassin de Londres, sur son hectare, lui, il va produire 200 ou 300 quintaux. Et donc, il va récupérer 200 ou 300 en termes de revenus. Et donc, plus on augmente la quantité produite, plus on est obligé de mettre en valeur des terres qui sont peu productives. Et à ce moment-là, plus indirectement, on favorise le propriétaire des terres très très fertiles. Il n'a rien à faire. Il se contente de demander un loyer, ce qu'il appelle en anglais louer, avoir un loyer, c'est to rent. Et donc, il a une rente, un loyer, et cette rente, elle augmente au fur et à mesure que la population augmente et qu'on met de nouvelles terres en culture. Et donc, il dit le système est un système qu'il faut corriger parce que le travail, qui est normalement à l'origine de la richesse, n'est pas récompensé. Ce qui est récompensé, c'est le fait d'avoir hérité d'un terrain fertile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le troisième élément, il faut avoir une fiscalité qui soit une fiscalité qui pénalise la rente et faire en sorte que les propriétaires terriens soient les plus mobilisés. Et puis, quatrième élément, autre idée que l'on peut mettre en avant, c'est que si on a des terres qui sont peu fertiles, on peut aller chercher des terres plus fertiles à l'étranger. Grosso modo, pourquoi produire du blé dans les Highlands si on peut les produire dans le bassin parisien? Donc, achetons du blé aux Français. Et donc, pour ça, privilégions le libre-échange. C'est-à-dire que Ricardo dit, finalement, l'apport d'Adam Smith, c'est d'avoir mis en avant l'idée que le marché, la concurrence était efficace, mais il faut aller jusqu'au bout.
il faut mettre en concurrence non seulement les ouvriers anglais entre eux, non seulement les capitalistes anglais entre eux, non seulement les terres des Highlands avec le bassin de Londres, sachant que là, cette concurrence est faussée. En revanche, on peut véritablement rétablir la concurrence en mettant les terrains du bassin de Londres en concurrence avec les terrains du bassin parisien. Alors, à l'époque, on lui dit, mais c'est monstrueux, vous ne vous rendez pas compte, le libre-échange, on va être obligé d'importer du blé des deux pays que nous détestons et qui sont nos ennemis structurels, les États-Unis et la France. Quand il écrit en 1817, effectivement, l'Angleterre sort d'une guerre avec les États-Unis en 1812 et de l'aventure napoléonienne. Et donc, Ricardo dit, il ne faut pas non plus s'obséder d'abord sur des événements exceptionnels. Napoléon, ça restera quand même un événement exceptionnel. Un tel degré de monstruosité, dit-il, on ne l'atteindra plus jamais dans l'histoire de l'humanité. Hélas, il ne mesurait pas qu'on a atteint et même dépassé. Et puis, dit-il, si les Français se mettent à produire du blé, s'ils n'arrivent pas à nous le vendre, ils vont en faire quoi? Donc, ils ont intérêt également à nous le vendre. On a intérêt à l'acheter, mais eux aussi ont intérêt à le vendre. Le raisonnement d'Adam Smith sur la main invisible existe de nation à nation. Et donc le libre-échange est efficace. Et le libre-échange va avoir comme conséquence, non pas contrairement à ce que pensait Adam Smith, de spécialiser, d'obliger un pays, de permettre à un pays de tout produire, mais ça va spécialiser les pays comme on spécialise les individus. Grosso modo, il prend un exemple célèbre, c'est l'Angleterre, le Portugal, le textile qu'on appelle dans la traduction le drap et le vin, et il dit, le paysan portugais, il n'est pas efficace. Le paysan portugais, il fait du vin qui coûte plus cher que le vin du Kent. Mais ça fait rien. On a plutôt intérêt à faire en sorte que le paysan portugais fasse le vin, parce que nous, là où on est vraiment très efficace, c'est pas tellement dans le vin, c'est plutôt dans la production de draps, c'est-à-dire de textile. Et donc il y a cette image célèbre, le drap, le vin, l'Angleterre, le Portugal, à la fin, il dit l'Angleterre doit faire tout le drap et le Portugal tout le vin. Il a un petit mot pour dire qu'en plus, vu la qualité relative des deux produits, du vin du Kent et du vin du Portugal, c'est plutôt pas mal que ce soit les Portugais qui fassent le vin, c'est pas uniquement une question de coût. Enfin, donc, quatrième grande idée, c'est le libre-échange. Et puis, la cinquième grande idée qu'il y a chez Ricardo, c'est le fait qu'à partir du moment où les pays se sont spécialisés, à partir du moment où la fiscalité est assise, eh bien, il faut que la concurrence sur l'ensemble des marchés s'installe. Et donc, il va être à l'origine d'un mouvement qui conteste l'idée d'un salaire minimum, d'une intervention de l'État dans la fixation des prix. C'est-à-dire que le prix doit refléter la valeur travail, et toute intervention de l'État, y compris dans le prix du travail, est une intervention qui est contre-productive. Alors, la force de Ricardo, c'est que plus personne n'est physiocrate. Adam Smith, on en parle avec émotion, mais on ne le lit jamais. Ricardo a encore une pensée actuelle. C'est-à-dire que Ricardo, d'abord, il a eu beaucoup de disciples. Il est à l'origine indirectement de l'enseignement de l'économie. C'est un disciple de Ricardo, William Nassau Senior, qui va créer le premier cours d'économie dans les facultés anglaises. C'est un certain nombre de disciples de Ricardo qui vont diffuser la pensée économique, y compris en France avec Pellegrino Rossi, qui va être professeur au Collège de France et qui va diffuser la pensée de Ricardo, avec von Thunen en Prusse, en Allemagne, qui défend les idées effectivement de Ricardo. Donc, il y a une diffusion internationale de sa pensée et une diffusion qui correspond à des idées, des pratiques, la vision d'une économie que l'on peut mettre en vigueur. La deuxième force de Ricardo, c'est que, de même que Quesnay, au XVIIIe siècle, avait trouvé un relais en Louis XV, la force de Ricardo, c'est qu'il va susciter un mouvement politique. Ce mouvement politique, c'est le Parti libéral. Il va susciter un personnage politique qui est William Gladstone. Et donc, Ricardo, c'est des idées, des théories, et puis aussi un relais politique. Lui-même fait de la politique, il est élu député. Et le Parti libéral va être ricardien, c'est-à-dire libre-échangiste. Et même l'Angleterre va devenir fondamentalement libre-échangiste.